Roger qui est de Kiki, vous et moi, nous en parlons depuis que cette affaire a éclaté du côté du nord-ouest et du sud-ouest. À un moment donné, nous avons cru que c'était déjà l'accalmie, mais depuis pratiquement un mois, on a la nette impression que ça remonte en puissance du côté du nord-ouest et du sud-ouest avec des morts de part et d'autre, que ce soit du côté des forces de l'ordre ou alors des civils. De manière générale, votre regard sur la crise dite anglophone en ce moment? Oui, il y a eu recrudescence d'actes de barbarie et d'assassinats ces derniers temps. Et je ne manquerai pas de vous dire que de ce que je sais, il y a eu une montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité, et notamment des forces spéciales dans ces endroits-là. Les zones frontalières avec le Nigeria, les zones, les profondeurs de la forêt où ces gens agissaient souvent ont été occupées par les forces spéciales et nos forces de défense et de sécurité. Les bandits et les autres brigands sont remontés en ville. Sont remontés en ville. J'ai encore en image les corps mutilés des gendarmes de la brigade de Yumajok. Tout à fait. Ils avaient eu un faux renseignement. Le commandant a pris quelques-uns de ces éléments. Avec son simple véhicule là. Oui, on les a pris en embuscade et on les a assassinés, on les a déshabillés. Les assassins ont pu devoir mettre le feu sur leur reste. Quelques jours plus tard, les éléments des forces spéciales, notamment le BIR, ont capturé ces assassins et les ont exécutés sur la place du marché en guise de représailles. C'est comme ça que ça se passe. Et vous savez, c'est un conflit armé qui date de 2017. Parce qu'en 2016, il y a eu des revendications des avocats, des revendications corporatistes qui ont dégénéré. L'État fait ce qu'il peut. Parce que vous savez, dans ce que les spécialistes appellent la guerre asymétrique, c'est-à-dire que vous avez affaire à un ennemi caché dans la population. Et il y a des preuves qui indiquent que des individus tapis à l'extérieur agissent dans cette affaire-là. Vous avez même des combattants qui viennent de l'extérieur, des armes qui viennent de l'extérieur, etc. Le Cameroun ne peut pas déclarer la guerre contre ses propres fils. C'est-à-dire que le président de la République n'a jamais officiellement déclaré la guerre contre ces gens-là. Par contre, nous avons vu le président déclarer la guerre contre Boko Haram. On est monté en offensive. Maintenant, ce sont des citoyens camerounais. Et le péril ici est que dès que vous essayez de monter en puissance, les Nations Unies, les droits de l'homme, etc. Le ministre Atangandi vous a dit à maintes reprises qu'il a surpris des organismes humanitaires transportant des armes et des séparatistes. Cela vous démontre à suffisance la complexité de la question, parce qu'il y a là des implications et des imbrications extérieures, forcément, dans le but de déstabiliser le pays. Nous traversons une période marquée par ce qui s'apparente au règne d'un système qui est là, qui a 1000 ans. Et je voudrais quand même vous dire, pour les quelques naïfs qui veulent circonscrire ce problème à partir je dis non, c'est pas en 2017. En 1961, quand on allait à l'indépendance, il y avait déjà un problème dans ces endroits, parce que ces deux régions, 20% de la population du Cameroun, ces deux régions font partie de ce qu'on appelé le Cameroun britannique. Parce que c'est la Grande-Bretagne qui administrait cet endroit. Et il y a eu un référendum organisé par les Nations Unies. Et ces gens-là, leurs représentants de l'époque avaient choisi de se rattacher au Cameroun sous administration française. C'est un problème. C'est un deal entre la France, l'Angleterre et les Nations Unies. Qu'on nous a refoulé au président Ahidjo comme un cadeau. Ahidjo a géré le problème comme il pouvait, il a refoulé un cadeau empoisonné. Un cadeau empoisonné, non. Rattacher ce malaise-là, simplement au régime actuel, c'est une tromperie. Parce que c'est un problème qui date au minimum 1961. Et nous avons toujours ici appelé les uns et les autres à revenir à des meilleurs sentiments. Vous voyez la bataille, vous voyez la France en difficulté avec la Nouvelle-Calédonie. On a déployé des troupes là-bas parce que on ne peut pas demander
à un État souverain d'accepter la partition du pays pour quelque raison que ce soit. Finalement, pour moi, ce ne sont pas des revendications sécessionnistes ou corporatistes. On disait tout à l'heure qu'à Ngambé, il n'y a pas d'électricité. À Massorxoloulou, où vous avez des barrages, il n'y a pas d'électricité. À Yoko, forcément, le malaise est général, c'est-à-dire que la redistribution du bien-être ne se fait pas partout de la même façon, mais on ne peut pas dire que c'est exceptionnellement dans le nord-ouest et le sud-ouest qu'il n'y a pas... C'est un problème général, et ceux qui prennent les armes semblent, à mon avis, avoir d'autres idées derrière la tête que des simples revendications pour le bien-être des populations, parce que même ces populations en ont marre. On a détruit tout le tissu social, les hôpitaux, les écoles, les ponts, tout a été dévasté. Reconstruire cet endroit peut prendre plus de 50 ans. C'est complètement dévasté. Et je pense qu'à un moment donné, il faut pouvoir s'arrêter. À un moment donné, il faut pouvoir s'arrêter. Renaud et Boto, nous en parlons depuis 2016, 2017, pratiquement déjà 7 ans. 8 ans que ça dure. Les statistiques donnent froid d'eau au niveau des morts, que ce soit au niveau des populations, au niveau des forces de l'ordre, au niveau, comme le dit Roger, au niveau des déplacés. Les statistiques, je le disais, donnent froid au dos. Alors, Roger insiste sur, en fait, selon Roger, cette affaire-là n'est pas seulement une affaire d'ordre corporatiste, des revendications d'ordre corporatiste, ou alors des revendications dans le sens du bien-être. Il soupçonne certainement que c'est un problème d'ordre politique. Vous vous situez à quel niveau? Bien sûr, nous avons un contentieux historique à régler au Cameroun en ce qui concerne la partie, l'unification ou alors la réunion de la partie francophone et anglophone. Et puis, ajouter à cela la malgouvernance, c'est un cocktail Molotov qui nous a fait hériter de cette crise. Moi, j'ai fait des travaux académiques sur, à l'époque, on appelait ça la question anglophone. En 2016, quand je soutiens mes travaux à l'Université de Douala, vous comprenez que je travaille dessus depuis 2014. Et après le cinquantenaire de la réunification du Cameroun qui a eu lieu à Buea, nous avons commencé à dire à l'État que, attention, de ce que nous avons vu à Buea en 2014, on va se diriger vers une crise anglophone. Donc, on ne nous a bien sûr pas écoutés. Et nous sommes entrés en crise armée à partir de fin 2016-2017. Je commence par évacuer quelques petites choses. Pourquoi est-ce que la recrudescence se fait depuis un mois? Pour deux raisons. Premièrement, parce que nous étions à l'approche déjà de la fête de l'unité nationale, le 20 mai, qui est une date qui est très contestée par la partie anglaise. Donc du coup, les belligérants commençaient déjà à préparer des attaques pour bien faire comprendre qu'ils existent et qu'ils ne reconnaissent pas cette date-là. Deuxième élément qui est dû au climat tout simplement, c'est que les pluies ont recommencé. Et lorsque les pluies recommencent, la mobilité dans la zone est difficile. Et donc, du coup, l'intervention de l'armée devient plus difficile. Et donc, les belligérants profitent donc pour commettre un peu plus des actions. Donc, ce que moi, je peux dire, c'est que le gouvernement actuellement est dans une impasse. Nous sommes dans une impasse, pourquoi? Parce que faut-il faire? Est-ce qu'il faut utiliser la puissance publique pleinement dans cette zone? Le gouvernement ne peut pas. En tout cas, le président Paul Biya n'a jamais donné l'autorisation de raser la zone. Parce que ce sont des Camerounais quand même qui ont pris des armes et un État, il ne serait pas de bon ton qu'un État lutte contre ces populations. Nous sommes dans l'impasse également. Pourquoi? Parce que il y a d'autres paramètres qui entrent en ligne de mire. Vous savez qu'aujourd'hui, l'idéologie même sous-tendue par les sécessionnistes n'est même plus celle usitée dans la zone. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle, eux-mêmes appellent les lazy people, qui ont pris les armes de ce côté et perpétuent ce qu'on appelle l'économie de la guerre. Donc, c'est-à-dire que c'est des grands bandits qui maintenant ont les armes, qui ont pris goût à violer, agresser, rançonner, etc. C'est devenu un fonds de commerce. C'est un gros fonds de commerce
où il y a des implications à des niveaux que vous ne soupçonnez même pas. Vous comprenez? Que ce soit sur le plan local, que ce soit sur le plan international. Donc, il y a vraiment, on est dans cette impasse-là parce que c'est devenu quelque chose de compliqué. Et il ne me semble même pas que le régime actuel, vraiment, je parle avec beaucoup, vous allez me pardonner, avec beaucoup de fermeté, il ne me semble même pas que le régime actuel puisse résoudre ce problème. On avait pensé au début que le déplacement du président Paul Biya dans cette zone aurait permis à nos frères de cette partie anglaise du pays de déposer les armes, d'écouter son message. Mais nous n'en sommes même plus là. L'affaire, c'est complètement étendu de ce côté et c'est difficile que ce régime puisse apporter une solution. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que il faut continuer avec le dialogue. C'est le dialogue qu'on a évoqué. Il faut continuer avec le dialogue. Il y a eu un premier dialogue, hein, qui a été organisé au Palais de Congrès. Il en faut d'autres. On a appelé cela le grand dialogue national. Il en faut d'autres. J'ai reçu un Camerounais d'obédience anglophone dimanche sur ce même plateau à Libre Expression. Lui, il a parlé de monologue. Ce n'était pas un dialogue pour lui. Moi, j'estime même qu'on a loupé le coche avec le cardinal Christian Toumi, qui à une certaine époque avait proposé la All Anglophone Conference. Mais le cardinal Christian Toumi était partie prenante lors du dernier grand dialogue national. Oui, mais la All Anglophone Conference... Il y avait même ni John Frondi. La All Anglophone Conference aurait permis à ce que on ait une déclaration de la partie anglophone du pays. À partir de ce fait-là, l'État aurait su désormais avec... On négocie aujourd'hui avec qui? Qui est le leader désormais de ce qui se passe? Pour l'instant, le gouvernement n'a jamais négocié avec quelqu'un. Non, mais attendez. La position du gouvernement camerounais est qu'on ne négocie pas avec les terroristes. Oui, bon, on ne négocie pas officiellement avec les terroristes, mais vous savez très bien que si la famille Moulière a été récupérée, c'est qu'on les a bien... Il y avait des sécessionnistes en rédaction au grand dialogue national. Moi, j'en ai vu personnellement de mes yeux. Merci, Roger. Pierre Blériot Niemek, ma question sera simple. Hein. Je ne sais pas si je devrais la poser, mais je la pose quand même. Crise dite anglophone au Cameroun, à qui la faute? Non, mais il y a d'abord une question sémantique. Moi, je refuse d'être enfermé dans cette hypocrisie. Ce n'est pas une crise, c'est la guerre. Guerre civile. Voilà, c'est la guerre. Et si on se ment... La guerre, c'est qui contre qui? Mais c'est l'État du Cameroun contre une partie de nos frères vivants dans la zone anglophone. C'est la guerre. La guerre, c'est quoi? C'est la le gouvernement non, c'est la guerre. Je ne veux aucune guerre contre les populations. Vraiment, déjà, si vous refusez une maladie, vous ne pouvez pas en guérir. Ça, c'était des bons mots des gens qui parlent bien. C'était d'abord le problème. On avait après la question. Après la question. Vous voyez, les gens meurent et d'autres sont là à faire des logomachie. La question, c'est crisique, c'est non, non. C'est la guerre. La guerre, c'est la violence collective d'un groupe contre un autre. Il y a donc la guerre là-bas. Et je ne voulais plus en parler, comme je ne veux plus parler de certaines questions, parce que un matin, tous les journaux se lèvent et disent que non, la situation est revenue à la normale. Mais c'est comme les chansons, je ne sais pas, congolaises ou ivoiriennes. Quand tu crois que c'est fini, tu entends seulement tous les cas. Et ça reprend. Ça recommence de plus belle. Donc, ce n'est pas parti pour finir. C'est parti pour durer. Ce d'autant plus que les gens refusent de résoudre. Vos francophones, nous sommes malhonnêtes, il faut le dire. Les gens ont un problème chez eux. Et quand les francophones ouvrent leur bouche pour parler du problème là, soit ils disent qu'il n'y a pas un problème, soit ils leur disent que tout le monde a le même problème. Mais si tout le monde a le même problème, tout le monde ne veut pas résoudre son problème de la même façon. Entre-temps, quand même, je vous relance, quand vous dites que vous, les francophones, j'ai reçu un francophone ici à Dinan. Un anglophone, oui. Et même un anglophone. Ouais. Mais moi, je vais parler de ce que le francophone avait dit. Le francophone, très énervé, a dit à l'anglophone que même temps, vous venez pleurer. C'est quand on vous disait que ce n'est pas bien d'allumer ce feu, vous n'avez pas compris. Maintenant, vous avez allumé votre feu, vous-même, vous êtes incapable de l'éteindre. Non, je ne vais pas commenter par pudeur. C'est pas beau. Je vais pas les commenter. C'est très grave. Je ne vais pas les commenter. J'ai beaucoup...
d'amitié pour celui qui a dit ça. Je vais passer, c'est très impudique. Donc, mais qu'est-ce qui est impudique là? Non, Tu es chez toi à la maison, tu veux bagarrer. Attends, Blériot, tu veux bagarrer contre ta femme. On te dit ce n'est pas bien de bagarrer contre une femme la nuit. Je dois tuer la femme, c'est cette nuit. Je dois tuer la... On dit laisse la faire la Blériot, ne tue pas la... Tu ne bagarres pas contre ta femme la nuit. Et tu engages la bagarre contre la femme. Et peut-être ta femme meurt. La faute à qui? non, parfait. Non, c'est pas des trivialities comme les Anglais disent. C'est pas ça. La question est plus sérieuse. Elle est vraiment sérieuse. Et nous, les francophones, nous commettons une double erreur. La première erreur, c'est que nous parlons à la place des anglophones. Nous sommes octroyés le droit de dire aux anglophones ce qui est bien pour eux. À partir de là, tout est bloqué. Nous n'avons jamais accepté que les anglophones, eux, disent ce qui est bien pour eux. Il t'a parlé, il a évoqué ici la All Anglophone Conference. Vous savez quelle était la crainte du gouvernement? C'était que les anglophones déclarent qu'ils sont désormais autonomes. C'était ça. C'est-à-dire, on a dit qu'il n'y a pas de rencontre. 4 grandes figures depuis lors qui auraient pu servir de médiateurs sont mortes. Moukete est mort. Ouais. Frundi est mort. Toumi est mort. Non, beaucoup depuis le dernier dialogue. Et moi, j'avais déjà dit que ce n'était pas un dialogue. Le gouvernement actuel, dans sa logique depuis Ahidjo, c'est une continuité, ne sait pas dialoguer. Ce n'est pas des gens, quand tu discutes même avec un ministre camerounais, la fin, c'est qu'il doit te dire ce que tu dois faire. Ils n'ont pas ces réflexes-là. Ils ne savent pas comment. Ils ne savent pas ce que c'est que dialoguer. Dialoguer, c'est être prêt à faire des compromis. C'est écouter d'abord l'autre et non pas avoir la solution à son problème. Parce que ce n'est pas nous qui avons la solution au problème des anglophones. C'est les anglophones qui nous suggèrent leur solution. Et on a fait que la petite sympathie qui existait de ce côté est en train de s'effriter de jour en jour. Comme les téléspectateurs doivent comprendre, vous insistez que ce sont les anglophones qui doivent nous dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent. Pour l'instant, avez-vous l'impression que depuis que les anglophones posent des problèmes, le gouvernement est resté, vraiment n'a rien fait dans le sens de résoudre ce qui se passe là-bas? Si, là aussi, non. Si vous avez des anglophones du gouvernement du genre à Tangandi, est-ce que ça peut résoudre? Ce n'est pas Tangandi seul qui le gouvernement fait, mais c'était plus. Je vous dis que si vous avez des gens qui tiennent des discours, quand Tangandi est ici, il a les moulinets. Pourquoi il ne prend pas les moulinets, les serpents affamés, ou il part au Nozo, il règle ça là-bas? Non, je vous dis que c'est un problème de logiciel. Pour l'instant, qu'est-ce que les anglophones revendiquent? Non. Vous ne pouvez même plus accéder à ce que les anglophones revendiquent. Non, toi, dis-nous d'abord. Pour l'instant, qu'est-ce que les anglophones revendiquent? Les anglophones revendiquent ce à quoi ils ont été habitués, c'est-à-dire un minimum d'autonomie. Bien sûr. Un minimum. Qu'est-ce qu'ils mettent dans l'autonomie? Mais ils ne veulent pas être gérés par Yaoundé. Ah ben, là, c'est dans notre problème, là. Oui, non, écoutez, je n'ai pas dit qu'ils ne veulent pas être gérés par Yaoundé. Non, ils veulent être gérés par qui? Même les Bassas ne veulent pas être gérés par Yaoundé. Écoute ça. Non, on ne faut pas que pour résoudre un problème... Déjà sérieux là. Oui, pour résoudre un problème abordé chez Bernard Basson, que la signature vienne seulement de Yaoundé. Les Bassas n'ont pas pris les armes. Non, mais les Bassas n'ont pas la capacité de prendre les armes. Ils ont seulement la bouche, nos armes sont dans la bouche. Si on trouvait ça, ne crois pas que ce serait différent. Il y a un problème réel. Vous avez parlé de décentralisation. Même ça, on ne voit pas. Tout est encore à Yaoundé. Les anglophones n'ont pas été habitués à ça. Et je vais vous faire... Parfait. Observer quelque chose. À quel point les francophones sont mal avisés à l'endroit des anglophones. Regardez la CRTV. Regardez bien. Quand il y a une coprésentation entre un francophone et un anglophone, le francophone empêche à l'anglophone de parler. Même quand il faut poser les questions à un anglophone. Mais ressortez toutes les... C'est-à-dire, tu vois comment le gars, il est tellement sûr qu'on est chez les francophones. Le journaliste anglophone est là. Quand il veut même dire, il y a même un journaliste particulier à la CRTV, je vais retrouver son nom. Lui, alors, quand il est avec toi, tu parles pas, l'anglophone, toi, tu es seulement là. Quand tu veux parler, il dit oui, la question qu'il voulait te poser. Je dis qu'elle est dans les archives. Regardez même seulement à la présidence l'autre jour. Le francophone a confisqué tout.
Quand un anglophone arrive dans un bureau, Attendez un peu. Même pour se plaindre. Lorsque l'anglophone a voulu parler, le francophone a arraché le micro. c'est lui qui tient le micro en premier. Il dit, C'est une co-présentation. et je vous dis que ça se voit. Vous allez porter plainte à Yaoundé. Vous allez porter plainte. Vous êtes anglophone. Quand vous arrivez, l'enquêteur vous dit, parle en français, parle pas tes Et si l'Angleterre ne comprend pas l'anglophone? Ah ben voilà, vous avez donc compris. Vous voyez, vous dites que votre pays est bilingue. C'est-à-dire que si l'enquêteur ne comprend pas la langue du plaignant, le plaignant va donc barbouiller dans une langue que lui ne maîtrise pas. Et on va dire qu'on lui rend Le bilinguisme à la camerounaise, c'est que l'on doit pouvoir s'exprimer dans l'une des deux langues. Non, c'est pas ce que... Si, non, c'est écrit comme ça. C'est l'une des deux langues, pas les deux langues à la fois. C'est écrit comme... Maintenant, autre chose. Non, tu viens de dire quelque chose de faux. La Constitution dit que les deux langues sont... D'égale valeur. D'égale valeur, mais je ne suis pas obligé de parler dans deux langues. Je peux parler dans l'une des deux langues. Et dès que vous commencez donc à raisonner, laissez-les donc maintenant, moi, je voulais dire quelque chose, autre chose. Vous voulez les juger dans vos langues. Ce n'est pas parce que effectivement, on a bien constaté qu'il y avait une sorte de marginalisation des anglophones, mais ça ne justifie pas que l'on prenne les armes contre son pays. Ce n'est pas possible. On ne prend pas les armes contre son pays. Tout ce que vous allez dire là, ça c'est pour vous là. Troisième chose, c'est que le gouvernement a quand même fait beaucoup. Il faut le dire. Nous, vraiment, on n'est pas ici pour... Le gouvernement a quand même fait beaucoup. Le gouvernement leur a donné l'université Bamenda. Pour cette affaire, on leur a donné, comme on leur a l'ENAM, on leur a donné... Ça a empêché qu'on donne une systématique maintenant. C'est systématique maintenant. C'est systématique maintenant que les anglophones, une certaine élite anglophone profite des fruits de la crise, de cette crise, parce que ils ont systématiquement maintenant nommé dans le régime, vous comprenez? On leur a c'est votre régime et vous nommez les anglophones. Non, c'est pas ça. C'est le régime camerounais. Monsieur Niamek et Bouto est en train de vous dire ce que le gouvernement a eu à faire. En fait, les anglophones sont à côté et vous avez un régime. Si le gouvernement, malheureusement, ce que nous on déplore, c'est que si le gouvernement avait fait tout ce qu'ils ont fait pendant ces crises anglophones, s'il avait fait avant, vous voyez, on ne serait pas actuellement avec cette crise. Probablement. On ne serait pas là. Donc, ils ont fait ce qu'ils ont fait, mais c'était un peu tard, malheureusement. C'était en réaction à ce que les anglophones avaient déjà proposé, et ils étaient déjà avec des armes, etc. C'est compliqué.